Silver Eco, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du festival international Silver Eco Bien Vieillir au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré au secteur des services à la personne, à l'attractivité des métiers du grand âge et du service public départemental de l'autonomie, avec la participation de Olivier Richefou, président du département de la Mayenne, Nicolas Urtiger, président du CINERP à domicile et cofondateur du groupe Zéphyr, et Gilles Piazza, président du pôle service à la personne PACA. Ce podcast est animé par Farudine Bajrik, directeur du pôle service à la personne PACA. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de participer et d'animer cette table ronde ou cet atelier sur un sujet ô combien important pour les services à domicile particulièrement et j'allais dire tous les acteurs des métiers du grand âge. Je m'appelle Farudine Bajrik, je suis directeur du pôle service à la personne qui est un réseau de structures des services à domicile sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et notre spécificité est qu'au sein du réseau, nous avons des services à domicile de 3 statuts, donc à la fois du public, du privé associatif et du privé commercial. Avec moi ce matin, j'ai le plaisir d'avoir 3 intervenants dont la connaissance et l'expertise est extrêmement pointue sur les métiers du grand âge, que je vais appeler aussi de se présenter rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je commencerai par vous, Monsieur Richefou, si vous voulez bien vous présenter. Ça marche. Donc Olivier Richefou, je suis président du conseil départemental de la Mayenne, un peu éloigné géographiquement d'ici, vers la Bretagne. Et en ma qualité de vice-président de département de France, j'ai en charge le dossier du grand âge. Et à ce titre, je suis administrateur de la CNSA. Merci beaucoup, un intervenant de choix. Monsieur Urtiger. Nicolas Urtiger, je suis président du CINERP à domicile, qui est l'une des principales fédérations regroupant des acteurs du domicile. On a 1500 adhérents en France métropolitaine et les DOM-TOM. Et on appartient à la Confédération CINERPA, qui regroupe des acteurs des résidences-services seniors, des EHPAD, et donc dont l'ambition est de structurer vraiment le parcours du grand âge et du handicap. Bon, après, j'ai une autre casquette, plus entrepreneuriale. J'ai cofondé un groupe qui s'appelle Zéphyr et qui fait de l'aide et du soin à domicile également. Merci Nicolas. Monsieur Piazza, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Ma première casquette ici, c'est président du pôle service à la personne. Donc une articulation, il y a un regroupement un peu spécifique puisqu'il n'y a que la région PACA qui assure ce cadre et cette animation-là. Donc le pôle a pour enjeu d'animer l'ensemble des acteurs des services à la personne et également certains établissements. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans le cadre de l'animation et on regroupe également l'animation des clubs d'entreprises et de services. Et la dernière chose, c'est que nous avons un gros axe, et c'est aussi l'enjeu de cette table ronde, de pouvoir travailler sur toute la partie valorisation des métiers, animation, et dynamiser sur une région telle que la région PACA la question de l'employabilité et des métiers de l'autonomie. Merci Gilles. Donc comme vous le savez tous, le secteur de l'autonomie et plus particulièrement l'autonomie à domicile connaît des mutations majeures. Je pourrais en énumérer que 2. Service autonomie à domicile, la réforme qui se met en œuvre petit à petit et sur laquelle peut-être on pourra revenir tout à l'heure. Mais aussi on a des nouveaux dispositifs, des outils qui s'installent. Je pense au programme SMS numérique pour certains d'entre vous. Mais avant tout cela, on a une véritable question de l'attractivité des métiers du secteur de l'aide et du soin à domicile, puisque on constate sur le terrain, et ça sera tout l'objet de cette table ronde, il faudra aborder et trouver, j'espère, des solutions, des pistes de solutions, puisqu'on voit que régulièrement sur le terrain, sur le territoire, c'est la disponibilité des ressources humaines qui fait défaut. Un volume, si j'ose dire ainsi, et en qualité, en compétences, en formation. Pour commencer, Monsieur Richefou,
Vous êtes président du conseil départemental, donc autorité ô combien importante pour tous les services et établissements. J'aimerais savoir, vous poser la question de comment une institution comme la vôtre appréhende cette question qui touche d'abord, certes, des professionnels, mais surtout des usagers finaux de votre territoire. Quelles actions vous conduisez? Mais avant peut-être d'aller sur ce niveau technique, présentez-nous d'abord le contexte de votre département. Vous n'êtes pas dans la région, on vous connaît moins bien. Oui, quand on est à Cannes, on connaît moins bien la Mayenne sans doute que ce qui se passe dans votre région. On est un département à l'image de la France, un département rural comme le sont la plupart des départements, avec notamment sur le plan du domicile une prédominance du secteur associatif et notamment de la DMR qui dans nos territoires ruraux a à peu près une part de marché, si j'ose employer les mots Nicolas, un peu commerciaux, mais une part de marché d'un peu plus de 50%. Et avec une difficulté principale que sont les déplacements d'un domicile à l'autre, puisque les interventions sont souvent des interventions de courte durée, et donc beaucoup de temps de déplacement non rémunérés, et avec des coûts automobiles à supporter, bien évidemment assez significatif pour les intervenants, ce qui complexifie encore un peu plus, au-delà des rémunérations modestes et d'une reconnaissance inexistante ou presque, la difficulté de recruter des personnels. Et en termes d'action que vous conduisez avec le secteur de... J'ai cru comprendre que vous en avez un certain nombre. S'il fallait citer deux éléments significatifs, pour être assez court et laisser la place à tout le monde, la première chose, c'est que on a fait le choix de faire en sorte de confier, enfin de considérer que l'ensemble des services d'aide à domicile sont performants dans un département, parce que s'ils ne l'étaient pas, la principale sanction, c'est de retirer l'agrément, de retirer l'autorisation. Et donc nous avons fait le choix de donner la dotation qualité à l'ensemble des structures de plein droit. C'est-à-dire sans avoir besoin de constituer un dossier, de fixer des objectifs, partant du principe que ces 3 € sont des 3 € indispensables pour atteindre un prix d'équilibre pour les intervenants, pour les structures intervenantes, et donc d'être en capacité de continuer à exister tout simplement. Donc voilà, donc dotation qualité par tout le monde, ce qui, au-delà du prix de base et de la dotation qui est envoyée pour compenser le célèbre avenant qui a amélioré un peu, même si c'est passé au moment de l'inflation, donc un peu en dessous des radars, les rémunérations, permet d'arriver à 30,50 €, 31 € d'équivalent de tarif horaire, ce qui globalement permet aux structures de s'en sortir. Et puis la deuxième mesure qu'on a prise, c'est une mesure qui vise à améliorer justement la circulation, en tout cas à prendre mieux en charge les frais de déplacement des intervenantes. Et donc nous avons développé un système où nous prenons en charge 50% des frais de location d'un véhicule électrique, puisqu'on croit davantage à des véhicules électriques qu'à des véhicules au gasoil, pour l'avenir de notre planète. Et donc on prend en charge 50% des frais de location d'un véhicule électrique dans la limite de 200 € par mois. L'employeur fait la même chose, puisque l'employeur, comme c'est un véhicule électrique, n'a plus à rembourser les indemnités kilométriques qu'il remboursait par avance. Donc pour lui, le budget est ISO, mais le personnel a un véhicule pour lequel nous avons souhaité qu'il y ait un remisage à domicile. Donc la personne ne le ramène pas sur un parking de l'employeur le soir pour le reprendre le lendemain matin. Elle peut rentrer à son domicile, y compris dans la journée, puisqu'on sait que ces métiers sont aussi des métiers quelquefois où le temps de travail est assez fractionné. C'est clairement, nous ont dit les employeurs, un élément pour eux important de recrutement, parce que quand vous fournissez un véhicule à une personne, ça évite quand même clairement d'utiliser son véhicule souvent un peu vieillissant, avec des coûts qui peuvent être importants, une fiabilité qui n'est pas toujours au rendez-vous, d'où des absences quand le véhicule tombe en panne, etc., ce qui n'est pas le cas quand on a un véhicule neuf et électrique, bien évidemment.
Donc voilà un type de mesure qui fait partie d'ailleurs des axes pour lesquels la CNSA prévoit pour l'an prochain normalement des lignes budgétaires pour accompagner les départements dans ce sens. Le dispositif intègre aussi des véhicules sans permis, parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des personnes qui interviennent qui n'ont pas le permis. Et donc on a aussi en complément un dispositif qui accompagne le passage du permis pour ces personnes. Il y a à peu près 5% des intervenants dans notre département qui, en raison souvent de leur âge jeune, n'ont pas pris le temps de passer le permis. Voilà. Merci, et si j'ose dire, bravo pour ces deux mesures. D'abord, sur la première, sur la dotation qualité, je dois reconnaître qu'en région, les 6 départements, chacun a conduit sa politique de manière un peu différente. Le fait que vous avez donné de plein droit et la totalité, j'allais dire, de la somme par heure. J'ai essayé de convaincre, et j'essaie toujours de convaincre mes collègues, présidents de département, en leur disant, vous avez des structures qui sont en difficulté, et vous avez à votre disposition une enveloppe qui ne vient pas de votre poche. C'est payé par la CNSA. C'est pris en charge par la CNSA. Donc on vous donne 3 € et vous ne l'utilisez pas, alors que quelquefois vous passez les CEPOM avec les structures pour les accompagner financièrement quand elles ont des difficultés. Et voilà, donc, mais ça montre aussi que, partant d'une bonne idée, quand la com n'est pas bien lancée au début, bien, voilà, ça ne se met pas très bien en place. Je crois qu'il y a quand même de plus en plus de départements qui mobilisent cette ressource de la CNSA. Et puis, il y aurait une idée très simple, c'est d'augmenter le tarif plancher, et puis d'ajouter les 3 € aux 24,50, ce qui serait tout aussi simple. Voilà. Donc, souhaitons qu'un futur ministre puisse entamer cette réflexion. Voilà. Merci. Monsieur Urtiger, en tant que représentant d'une fédération professionnelle, donc moi j'ai posé un peu le cadre au démarrage sur l'attractivité, mais selon vous, à quoi ça tient ce problème? C'est quoi l'origine de l'attractivité? Honnêtement, moi je le dis régulièrement dans nos groupes de travail, entre faire caissier, supermarché ou aide à domicile, pour moi il n'y a pas photo. Mais concrètement, selon vous, il est où le problème? Et quelles sont les conséquences pour vous, j'allais dire de manière tout à fait opérationnelle? La problématique est pas nouvelle. Elle a été amplifiée ces dernières années par l'effet ciseau démographique, par l'explosion des besoins, par l'évolution du rapport au travail, des modes de consommation, par l'effet Covid. Mais on a toujours souffert une pénurie de personnel qualifié. Alors après, j'ai tendance à considérer ça touche tous les métiers du care. Et pas que les aides à domicile, ça touche aussi évidemment les personnels soignants, les infirmiers, les médecins, mais ça touche tout un tas de métiers qu'on peut considérer comme manuels, qui ont été peut-être dévalorisés ces dernières décennies et qui doivent retrouver leur lettre de noblesse. Ce qui est frustrant pour les managers, c'est que ce soit au sein de mon propre groupe ou au sein de notre fédération, on n'a jamais fait autant que ce qu'on fait aujourd'hui pour le personnel. Qualité de vie au travail, prévention des risques professionnels, revalorisation, mise en place de primes, accès à la formation, mise en place d'innovations organisationnelles avec, par exemple, les équipes autonomes, responsabilisation des équipes. Donc on n'a jamais fait autant que ces 5-10 dernières années, et malgré tout, on voit que le taux de turnover augmente, que le nombre d'emplois non pourvus augmente, que le taux d'absentéisme augmente également. Alors, je me console en me disant, si on n'avait pas fait tout ce qu'on fait au niveau RH, ça aurait été pire, effectivement, mais je comprends que pour les managers, ce soit problématique. Et d'ailleurs, on commence aussi à avoir des problèmes d'attractivité sur les équipes encadrantes. Ce qui touchait avant exclusivement le personnel intervenant, maintenant touche aussi les encadrants. Parce que pour les encadrants, il y a effectivement des consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants. Alors, Olivier, c'est l'estime et la considération que j'ai pour lui, mais il sait aussi que
ce que je pense de certains de ses confrères, qui n'ont pas tous le même sens du pragmatisme. Donc les administrations se bureaucratisent, de mon point de vue, et deviennent de plus en plus exigeantes vis-à-vis de l'encadrement en termes de reporting, de paperasse. Donc ça alourdit la charge de travail, notamment administrative. Et puis on a donc, comme je le disais, des salariés aussi, qui deviennent de plus en plus exigeants, qui recherchent un équilibre vie pro, vie perso, qui sont rebutés par certaines tâches. Donc avec une forme d'engagement au travail qui n'est plus le même. Donc à nous d'adapter tout ça. Maintenant, alors, je suis entrepreneur, donc le propre de l'entrepreneuriat, c'est d'essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller sourcer de la main-d'œuvre partout où c'est possible. Alors après, on touche à des problématiques liées à l'immigration. Enfin, donc là, on rentre dans des sujets de société, mais à un moment donné, tout en le faisant de façon raisonnée et intelligente, il n'y a pas d'autre solution. On développe l'emploi jeune, on développe l'emploi senior, on travaille sur des dispositifs de reconversion professionnelle. Vous parliez de caissiers, il y a des acteurs de la grande distrib avec qui certains de nos adhérents mettent en place des partenariats pour favoriser la reconversion, des ex-militaires aussi qui peuvent éventuellement se reconvertir. Donc, en fait, on ouvre nos chakras pour vraiment sourcer le plus largement possible. On mise à fond sur la formation. Donc on est très déçus à chaque fois qu'il y a des annonces qui viennent raboter les budgets formation, parce qu'il n'y a pas de choix. Donc ce qui alourdit et rallonge en fait le process de recrutement et d'intégration. Il y a 10 ans, mes adhérents ou moi avec mes sociétés, on passait quelques coups de fil à Pôle emploi, on mettait ces critères de filtre en termes de nombre d'années d'expérience et de diplôme, et on trouvait. C'était pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, un process de recrutement, c'est 3-4 heures. On va évaluer des qualités humaines, relationnelles, ce qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus technique. On fait des mises en situation. Puis après, on est obligé de faire des bilans de compétences et d'intégrer la montée en compétences. Donc en termes de GPEC et de gestion RH, c'est plus lourd et plus complexe. Mais certains groupes y arrivent. Et puis, j'ai envie de dire, d'un point de vue très entrepreneurial, si on a des problèmes de ressources et des problèmes à se développer, c'est que quelque part, c'est des bons problèmes. Merci de cette note d'optimisme. Je me tourne vers vous, Monsieur Piazza. Donc ce problème d'attractivité est multiforme. Il touche plein de secteurs d'activité, et notamment le nôtre, du CARE, comme disait Nicolas tout à l'heure. Mais surtout, il touche les usagers finaux, finalement. Nous, on a empathie, on est, j'allais dire, en première ligne, mais il y a quand même cette finalité de service rendu et de la prise en charge qui compte pour nous tous. Selon vous, Monsieur Piazza, que peut-on faire ensemble, acteurs privés, publics, parce qu'en fait, l'enjeu, il est partagé. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, à quelle échelle territoriale? Parce que ici, moi j'ai commencé en parlant du conseil régional, on a un président du conseil départemental qui est avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En tous les cas, je suis ravi d'entendre, en tous les cas sur le département de la Mayenne, la manière dont est perçue, en tous les cas, l'approche sur le domicile. Donc c'est un peu d'actualité, s'il y avait un ministre, en tous les cas, de l'autonomie, aujourd'hui, je saurais qui voter et en tous les cas promouvoir, parce qu'effectivement, on a trop d'approches complètement hétéroclites par département, puisque c'est quand même à la main des départements, avec une politique nationale qui doit être engagée. Alors, ça ne vous a pas échappé que, voilà, actuellement, on est un peu dans le brouillard, donc en tous les cas, on est dans l'attente, etc. Donc, juste pour répondre à la question, il y a un aspect budgétaire qui est incontournable pour avoir les moyens. Cela dit, ce n'est pas suffisant. Et donc, la deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Comment avancer et travailler ensemble? Je dirais, il y a les basiques. Il faut pouvoir activer plusieurs leviers possibles dans le cadre de l'attractivité, qui sont la formation. Tout à l'heure, j'entendais aussi l'accompagnement sur l'insertion professionnelle. Donc, c'est indispensable, quels que soient les métiers, que ce soit de l'emploi de premier niveau de qualification comme de l'emploi très qualifié. Parce qu'effectivement, il y a un manque de personnel d'intervention, quel qu'il soit.
en partant d'une aide à domicile jusqu'à une intervention d'éducateurs spécialisés et autres, par manque de sourcing, par manque également de lisibilité de ce que sont nos métiers et de présentation aussi de je rentre aujourd'hui sur tel poste et tel métier, quelles sont mes perspectives à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans. Donc le deuxième volet, c'est aussi de pouvoir travailler sur la mobilité de l'emploi. Comment ensemble, et l'ensemble des acteurs, que ce soit services et établissements, comment ensemble on peut travailler sur les carrières professionnelles, comment j'avance et quelles sont les articulations possibles, rendre lisible quels que soient les publics, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des personnes en reconversion et autres, rendre lisible quelles sont d'une part les possibilités de formation, que ce soit par alternance et autres, et quels sont les leviers possibles de financement via les employeurs, comme via les OPCO qui ont une part importante, en tous les cas, sur ce champ-là. Le deuxième volet, c'est qu'est-ce qu'on fait professionnel pour améliorer sensiblement la qualité de vie au travail. Alors là-dedans, on y voit plusieurs choses, mais la qualité de vie au travail, c'est d'une part comment je travaille, l'organisation du travail, comment je modifie l'organisation du travail pour tenir compte des contraintes perso et professionnelles, limiter le plus possible l'usure professionnelle, quels que soient les métiers. Parce que tout à l'heure, on parlait aussi des métiers du care. Plus on a un taux d'absentéisme, plus on a un taux qui fait qu'on ne peut pas répondre aux besoins sur un département, plus ça génère du stress, plus ça génère de l'absentéisme, etc., etc. Donc, l'organisation du travail, que ce soit dans le cadre du personnel d'intervention, comme dans la globalité de la prise en compte, est extrêmement importante. Dans un objectif simple, moins simple à mettre en œuvre, mais en tous les cas simple, c'est qu'est-ce que je fais pour améliorer sensiblement les conditions de travail et comment je le fais connaître et comment je mesure les actions qui sont mises en place au-delà du taux d'absentéisme, au-delà du turnover et au-delà du taux de satisfaction. Quels sont les indicateurs significatifs qui sont lisibles de tous et qui permettent de rendre plus performant, en tous les cas, la lisibilité. Le management d'équipe, là aussi, a un impact positif ou négatif, que ce soit en termes d'image comme en termes d'intégration des nouveaux salariés, quels que soient les postes. Si on ne travaille pas l'intégration des nouveaux salariés, l'accompagnement, le suivi, etc., on a des ruptures en cours de poste. Et c'est dommage parce que du coup, on met en œuvre des moyens et une énergie qui peut avoir un résultat négatif si les personnes ne restent pas et ne se consolident pas. Enfin, il y a une politique salariale à mettre en œuvre et à rendre lisible aussi en interne pour fidéliser et, pareil, rendre lisible auprès du grand public quelles sont les opportunités et quelle est la politique salariale qui est menée, parce qu'on entend tout et n'importe quoi avec les différents statuts qu'il peut y avoir. Or, tout ça, bien évidemment, est conditionné à du budget, est conditionné à accepter également de la part des politiques publiques qu'il y a aussi à financer des temps que l'on appelle improductifs, mais qui sont nécessaires pour coordonner, notamment sur les publics les plus fragiles, les J1, 2, 3, les personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire des temps de coordination, des temps de concertation sur quelle équipe et quel type de public.
Donc ça, c'est pas pris en compte, ou en tous les cas, pas suffisamment dans nos coûts d'intervention. Et toute la partie, je dirais, invisible, qui est le temps de formation, le temps de préparation aussi des interventions, qui font que ça fait partie de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Et aujourd'hui, on mesure des impacts positifs en termes de baisse de taux d'absentéisme, en termes d'amélioration des scorings de maintien dans l'emploi, et par de la communication à travers la marque employeur, etc., et des témoignages, on voit qu'on améliore le sourcing sur l'intégration. Donc collectivement, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire sur la région, PACA, avec certains départements, c'est de réunir par département un lieu qui va rendre lisible, d'une part, quelles sont les formations et l'accessibilité à nos métiers, de rendre lisible ce que sont l'ensemble de nos métiers à travers des témoignages, à travers des interventions, à travers des rencontres, et également un lieu qui va permettre de répondre, moi ces métiers m'intéressent, comment je fais pour financer ma formation, mon temps de travail, etc. Donc d'avoir une réponse très pratico-pratique et concrète. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un lieu qui rend lisible ce que sont les métiers de l'autonomie au sens large, et quelle que soit, je dirais, la configuration et la forme juridique de la structure, parce que finalement, qu'elle soit associative, publique ou marchande, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour répondre aux besoins qui va s'accroître, parce qu'aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas les dossiers, ce n'est pas les personnes, la problématique, c'est comment on fait pour répondre aux besoins et aux interventions de la manière la plus qualitative. Donc, ce lieu-là, décliné par département, de façon à avoir un lieu totem, un lieu visible, où l'ensemble des professionnels se croisent, l'ensemble des professionnels échangent, et également le personnel de l'ensemble de nos structures puisse également avoir un lieu ressource d'expression. Voilà. Donc on a une grosse ambition, et on a la chance que la région est partie prenante, puisque ça fait partie aussi de sa compétence, le développement économique, l'emploi et la formation. Les départements tels que le 04, le 84 et le 05 et le 83 sont également partie prenante, parce que forcément des structures de services et d'établissements également, si ça ne rentre pas dans la préoccupation d'un département, ça veut dire qu'à terme, il peut y avoir un risque sanitaire, un risque social de prise en compte, et donc c'est une action, en tous les cas, commune. Donc en résumé, ça veut dire être en capacité à agir sur l'ensemble des points que j'ai cités, le rendre le plus accessible possible et le plus lisible possible à travers l'ensemble des moyens que l'on a, renforcé par un lieu totem physique décliné par département, et d'avoir une promotion intensive de ce que sont les métiers de l'autonomie au sens large, liés au vieillissement, mais pas que, sur les personnes en situation de handicap, au domicile, en établissement, et aussi de pouvoir identifier quels sont ces nouveaux métiers, parce qu'ensemble, on doit coordonner un parcours de soins, un parcours de vie, un parcours au sein d'un domicile, l'aménager, construire de l'habitat partagé et intermédiaire également, avec les communes, les intercos. Toute cette dynamique doit amener également des recettes supplémentaires et doit amener une politique globale de prise en compte de la perte d'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou au handicap. Merci, Monsieur Piazza. À vous écoutant, je me dis, ça fait, en fait, c'est un secteur qui est un hyper mouvement, si j'ose dire, à la fois par des réformes impulsées par les autorités, notamment par l'État, mais aussi
des mutations, transitions, transformations, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas des innovations impulsées par vous, les opérateurs, sur le territoire. Nicolas, vous en avez parlé tout à l'heure, Gilles également. Je me suis posé la question, en préparant cet atelier, si la création, je mets entre guillemets le mot création, des services autonomie à domicile peut être aussi un levier supplémentaire pour les opérateurs de terrain, notamment en proposant de nouvelles perspectives et des parcours professionnels entre aide et soins, puisque c'est quelque chose qui est régulièrement souvent réclamé par les salariés. Mais je voulais d'abord revenir peut-être sur la réforme elle-même. On en a discuté en préparant cet atelier et je voulais savoir comment vous, en tant que conseiller départemental, M. Richefou, vous la voyez, cette réforme. Je ne sais pas, par des moments j'ai le sentiment, tout le monde la souhaite, mais dès qu'on passe dans le concret, les choses se corsent. Mais dites-nous un peu. Non, mais vous résumez bien les choses. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir une seule structure, en tout cas un numéro, parce qu'il faut se mettre à la place de l'usager. L'usager ou souvent sa famille a besoin d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail, la même, qu'il s'agit de mettre en place du soin ou un accompagnement à domicile. Et aujourd'hui, alors ça a existé avec les SPACAD expérimentaux qui avaient été mis en œuvre, ça existe en tout cas en Mayenne dans certaines parties du territoire, notamment sur la ville de Laval, c'est le CCAS qui porte ces deux compétences, et ça marche très bien. En revanche, je ne crois pas que cette réforme telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle va réussir. Déjà, on a repoussé un peu le délai pour que ça se mette en place. Et le décret qui est sorti il y a maintenant presque 2 ans est un décret qui n'apporte pas toutes les solutions attendues. Et puis on voit surtout que personne ne veut se faire manger par son voisin. C'est-à-dire, moi j'ai réuni dans le département avec l'ARS l'ensemble des SIAD pour leur dire où vous en êtes, comment vous envisagez les choses. Et on a bien vu que toutes les expressions étaient dire « nous, on veut que rien ne change ». Si on veut une chose, c'est que vous nous autorisiez à avoir des SAD, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai refusé de délivrer des autorisations de SAD aux SIAD qui le demandaient, parce que c'est la meilleure façon pour que les choses n'avancent pas. Je ne crois pas à la formule du GCSMS, qui est une formule lourde, qui est une usine à gaz pour faire travailler 2 personnes ensemble. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut commencer par le haut. Et commencer par le haut, c'est d'abord affirmer que pour le domicile, il doit y avoir un seul acteur. C'est le département. Avec ses inconvénients, qu'il n'est pas organisé partout de la même façon. Et vous avez raison de le lire, c'est un inconvénient de cette organisation, qui peut être un peu gommé s'il y a des règles de financement posées par la CNSA qui sont les mêmes pour tout le monde. Je pense que ça peut amener à un peu plus de convergence. Mais il faut commencer par dire qu'il y a une seule autorité qui délivre les autorisations. Moi, j'ai toujours considéré aussi que raisonner pour rapprocher 2 structures dont l'une fonctionne à l'heure et l'autre fonctionne à la dotation, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir dans la même entité 2 modes de financement qui ne s'appuient pas sur la même méthodologie. Donc il faut qu'à un moment donné, on se dise soit on fonctionne tous à l'heure ou à l'acte, soit on fonctionne à une dotation, y compris populationnelle éventuellement, si on raisonne sur un secteur géographique. Donc je pense que c'est par le haut qu'il faut commencer à mettre en place ce type d'organisation. Et puis après, il faudra travailler, à mon avis, par secteur géographique. Moi, je crois beaucoup à la proximité des autres organisations médicales ou paramédicales que peuvent être les CPTS, par exemple. Alors les DAC, encore un truc de plus, je ne parle pas des CRT encore, ni du CSPDA. Si vous formez un lieu dans le département, il faudra que des gens qui maîtrisent effectivement très bien tous ces acronymes. Mais en tout cas, moi je crois à une chose, c'est une organisation par territoire de vie, par bassin de vie. Voilà. Et le bassin de vie, c'est quand même souvent l'interco, mais quelquefois elle est trop grande pour être
véritablement pertinent. Donc c'est l'interco CPTS, un peu un mélange des deux sans doute. Mais je crois beaucoup au lien avec les CPTS parce qu'à un moment donné, le prescripteur potentiel, c'est quand même un peu le médecin, ou tous ceux qui gravitent autour du médecin, qui sont des acteurs importants. Donc voilà pour moi les clés de la réussite et aujourd'hui, voilà, on n'est pas dans cette organisation-là, donc je ne crois pas que cette réforme va aboutir à grand-chose. Merci. Nicolas, je reviens vers vous. Du coup, création des SAD, un levier de plus pour vous ou finalement, non, ça ne change pas grand-chose Non, je partage l'analyse d'Olivier. Ce qui est dommage, c'est que donc cette réforme des services d'autonomie qui avait été validée dans le cadre du PLFSS 2022, qui a abouti effectivement à un décret paru il y a un peu plus d'un an, en juillet 2023, elle part d'une bonne intention. Évidemment, pour structurer des parcours de carrière, pour diversifier l'offre, aller vers une offre globale, que ce soit plus lisible pour l'ensemble des parties prenantes. C'est super, c'est formidable. Mais il y a tout un tas de points. Alors le CINERPA et d'autres fédérations ont participé à tous les groupes de travail organisés par la DGCS pendant 1 an et demi. Il y en a eu 15 ou 16, plus de 1 par mois. On a cessé d'alerter sur un ensemble de dysfonctionnements, de points de vigilance, de points d'alerte sur les disparités de territoire, les disparités de mode de financement, de budget, de statut juridique. Et les réponses qui ont été apportées ont été insatisfaisantes. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la réforme qui répond à une vraie problématique et sur le principe est bonne et doit être menée à son terme, finalement, elle ne va pas déboucher sur grand-chose. Alors après, je suis optimiste sur le fait qu'à mon avis, il y aura d'autres concertations, mais on met un pied dans la porte, mais il faudra qu'on réforme la réforme parce qu'en l'état, ça ne suffit pas. Et puis concernant les SPDA, oui, enfin, moi j'ai coutume de dire, pour abonder dans le sens de ce que disait Olivier, moi j'ai démarré ma première société en 2007. J'ai créé Senior Company. Alors, bon, à l'époque, il y avait des clics. Après, il y a eu un plan sous Sarkozy, il y a eu des Maya. Ensuite, on nous a dit, il y aura des PTA. Après, il y a eu les CRT. Après, il y a eu les DAC. Et puis, alors, donc maintenant, il y a les SPDA. Donc, il y a un empilement. Et à chaque fois, on nous dit, oui, ça va remplacer l'instance de coordination qui préexistait auparavant. Et puis, en fait, on est confronté à un empilement de strates administratives et on ne sait pas toujours très bien à quoi elles servent. Alors j'espère que le SPDA fonctionnera de façon plus agile, plus souple, plus entrepreneuriale. Et puis, enfin, surtout, je pense que ces structures, c'est pareil, ça part d'une bonne intention, mais il faut que ça fonctionne correctement. Puis aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, des NTIC, du numérique, est-ce que dans 10 ans, elles auront une réelle raison d'être ? Il faut aussi qu'elles s'adaptent en termes de digitalisation et de mode de fonctionnement. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Piazza. Donc, service autonomie à domicile, on voit bien que voilà, c'est une réforme qui se poursuit, mais on s'interroge beaucoup sur son efficacité, pas l'utilité, mais plutôt l'efficacité. On voit la création donc, de SPDA, un service public départemental de l'autonomie, dont la Mayenne est un des 18 territoires préfigurateurs au niveau national. Et on reviendra vers vous, Messieurs Richefeu, pour avoir un peu des enseignements sur cette expérimentation. Mais là, on aborde déjà la coordination, coopération. Monsieur Piazza, je sais que vous êtes impliqué aussi sur votre territoire. Comment, à la fois, j'ai le sentiment que cette coopération nous est indispensable à tous. On ne peut pas faire sans, ou on a essayé de faire sans, et à chaque fois, on a heurté des murs. Et en même temps, on voit un empilement. Comment on se retrouve dans ce maillage qu'il faut mailler ? Les réformes s'enchaînent, les lois s'enchaînent, mais ne déforment pas ce qui était auparavant. Donc, pour nous, acteurs de l'intervention, finalement, ces réformes complexifient et rajoutent un volet juridique et administratif à reconfigurer, qui ne répond pas pleinement, en tous les cas, à la prise en compte globale. Après, sur la coordination, elle est aujourd'hui indispensable. On le voit sur mon autre casquette, puisque je dirige l'ADMR sur le Vaucluse.
on voit bien que dès l'instant où on met en place des équipes de coordination et qui sont formées, enfin, je ne vous refais pas le laïus de tout à l'heure, ça a un impact à la fois en interne, puisqu'on voit le taux d'absentéisme fortement réduire, et on voit pour la prise en compte des personnes sur le territoire une amélioration significative de la prise en compte globale sur l'accompagnement, et les familles ont enfin un interlocuteur qui permet de résoudre des problématiques et pas de venir rajouter des problèmes. Voilà. Maintenant, ce qui pose question, et la réforme n'y répond pas, ou en tous les cas pas pleinement, c'est quelle gouvernance, comment on s'y prend et comment on va articuler sur un territoire. Alors, le président du département a émis plusieurs pistes. Encore une fois, j'espère que sur les mois à venir, il y ait une réflexion forte et très concrète et très opérationnelle sur la prise en compte de comment je coordonne sur un territoire, comment je fais coopérer des structures qui n'ont pas forcément la même naissance. Et la coopération, ça ne se décrète pas, c'est une méthodologie, c'est une approche, c'est du reporting, c'est tout ça. Donc, il est nécessaire aussi, par bassin, comme le disait tout à l'heure le président, de pouvoir accompagner sur comment je coopère, avec qui, auprès de quel public, rendre lisible sur ce bassin cette coopération, et accepter également qu'à un moment donné, on ne peut pas être 60 acteurs à coordonner et à faire la même chose. Voilà. Donc il y a aussi cette simplification entre le DAC, les CPTS, les CRT, les initiatives aussi locales des intercos dans certains cas. Il faut effectivement qu'il y ait une gouvernance avec un chef de file, département, avec une logique de suivi et d'articulation et d'accompagnement au service des familles qui, je dois dire, quand on se met à la place des familles et lorsqu'on a un souci de prise en compte, on voit bien le carcan que ça peut être. D'une part, parce qu'on se retrouve face à plusieurs interlocuteurs, avec chacun son domaine d'activité, de spécialité, et avec, je dirais, une compréhension d'intervention qui peut être différente. Et c'est pas facilitant, en tous les cas, pour les familles à ce jour. Merci. Je rebondis sur votre mot qui concerne la gouvernance. Et du coup, la gouvernance, on ne peut pas oublier les pouvoirs publics. Du coup, je me tourne de nouveau vers vous, messieurs Richefeu. Votre territoire est un des 18 territoires de préfigurateurs de services publics départemental de l'autonomie, si je ne me suis pas trompé sur ce sigle. Alors, quels enseignements vous pouvez tirer avec nous, étant donné, voilà, je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent, ce service-là, il est censé être effectif sur tous les territoires l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Et aussi, puisque vous l'avez mentionné au démarrage, vous avez aussi une fonction, une responsabilité nationale au sein de l'Association des départements de France. Voilà, comment aussi ça se passe avec vos confrères à cette échelle-là? Je pense d'abord que cette initiative qu'on doit à Dominique Libaud, qui était issue de son rapport, s'appelait d'ailleurs à l'origine Service public territorial de l'autonomie. On a réussi à le convaincre. Mettre le mot départemental était symboliquement important, parce que sinon vous auriez eu, par communauté de communes peut-être, des structures à se mettre en place, ou en tout cas des territoires qui auraient souvent été infra-départementaux. Voilà, donc je pense que sur le principe,
cette idée est une idée généreuse et utile. Mais comme toujours, elle se heurte aux démons de l'administration, si j'ose dire. Les 18 départements se sont réunis à plusieurs reprises, les préfigurateurs. Il y a eu fin juin notamment une réunion importante à Bordeaux où étaient présents les 18 départements avec une mission qui est d'élaborer un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est parfait, mais il fait quand même 40 à 50 pages. Donc il faudra déjà que chacun ingurgite ses 40 à 50 pages. Il est très bien écrit, je l'ai dit à la directrice générale de la CNSA, et je l'ai félicité, mais je lui ai dit, faites un document de 2 pages qui synthétise. Parce qu'avant que les élus, en tout cas, se penchent sur le dossier, ça va demander un petit peu de temps s'il faut qu'ils le lisent 40 pages. Et je lui ai dit, surtout, faisons en sorte qu'il y ait un peu de liberté d'organisation par département. Parce qu'entre le département du Vaucluse et de la Mayenne, je suis sûr que l'organisation n'est pas la même, les acteurs ne sont pas les mêmes, les parts associatives ne sont pas les mêmes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses très différentes. Et donc, il est important de laisser des marges de manœuvre par territoire. Ce qui me semble être une bonne idée, c'est que, vu de l'usager, il faut absolument que cette notion d'interlocuteur unique fonctionne. Et donc, il est absolument indispensable qu'il y ait, par département, une façon de s'organiser qui réponde à un objectif que se fixe souvent le gouvernement, mais qu'il a du mal à mettre en œuvre, c'est dites-nous-le une seule fois. C'est qu'à partir du moment où j'ai un interlocuteur, où je remplis un dossier, où je complète un dossier, je n'ai pas à le refaire quand je m'adresse à la caisse de retraite ou quand je m'adresse au prestataire qui va mettre en œuvre la prestation attendue à domicile. Et donc le nœud du sujet, c'est mettre dans un département tous les acteurs potentiels autour de la table, et faire en sorte qu'on puisse identifier ensemble des lieux ressources qui peuvent être un centre départemental, mais ça ne suffira jamais puisque tout le monde ne se déplacera pas dans ce centre départemental. Donc quels sont les relais sur les territoires? Les départements ont quelquefois des antennes solidarité, mais qui sont davantage tournées souvent sur l'insertion, le RSA, que sur le grand âge. Pas très loin de chez vous, dans les Bouches-du-Rhône, il y a les maisons du bel âge, qui sont, je trouve, dans l'appellation, une très belle invention. Et puis, il y a par exemple aussi les maisons des services publics, les MSP, qui ont été développées dans quasiment tous les départements et qui sont des lieux utiles de renseignement pour la population. Donc, laissons chaque territoire trouver une organisation qui fasse que quand on a un interlocuteur, eh bien cet interlocuteur soit la porte d'entrée unique et c'est à lui d'aller chercher les renseignements dont la personne a besoin auprès des autres partenaires et pas la personne d'aller faire le tour des popotes et des différents organismes. Voilà, c'est ça l'objectif du SPDA, faire en sorte qu'il y ait cette coordination. Et on va avoir un écueil essentiel. Nous, on expérimente dans le département le RSA de la même façon, la nouvelle organisation du RSA. Ça fait 1 an et demi qu'on bute sur le sujet de comment est-ce qu'on peut échanger les informations par fichier entre Pôle emploi, France Travail, et le département. Et donc la question ensuite, c'est, avec la bombe à retardement qui est au-dessus de la tête, qui est une certaine agence qui est très prudente dès qu'on échange des informations nominatives, et à juste raison sans doute, mais comment on échange des fichiers entre l'ARCO Agir et le conseil départemental, voilà, et puis avec toutes les structures. Donc c'est ensuite une question sur laquelle il faut très vite aller vers des réponses numériques et vers des organismes qui acceptent de travailler ensemble. Sur le papier, c'est bien, et en tout cas, ce qu'on a demandé, j'ai refait le point avec Jean-Benoît Dujol, qui est le directeur général, qui suit ce dossier, en disant, et puis je l'ai dit aussi à la CNSA, et on est tous d'accord, il n'y a pas de butoir au 1er janvier. Nous, on n'a même pas commencé à mettre en œuvre pratiquement dans le département. Donc ne généralisons pas toute la France au 1er janvier, c'est impossible.
Donc il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas de pression, et chacun pourra le déployer à son rythme. Voilà, il faut aussi tenir compte des expérimentations qui ne font que démarrer. Merci. Et c'est vrai que vous nous donnez l'impression d'un territoire extrêmement dynamique dans votre département. C'est plus facile quand on a aussi 310 000 habitants. Hein. On a une oui, plus... n'empêche. Oui, mais il n'empêche que... Pardon, parce que je prends peut-être trop de temps, mais vous savez, les sujets, je l'ai souvent dit à Nicolas, pour qu'un président de département ait envie de rentrer dans ce sujet-là, il faut faire beaucoup d'efforts. Ouais. C'est très cloisonné, très réglementé, avant de comprendre la différence entre le mode prestataire et le mode mandataire, l'emploi direct, enfin, voilà. Et donc, comme c'est très techno, comme toujours, le risque, c'est que ce sont les techniciens qui maîtrisent les sujets. Or, il faut que le politique maîtrise aussi ces sujets-là si on veut que ça fonctionne. Voilà. Merci pour cette belle conclusion. Je me tourne aussi vers Nicolas et Gilles. Peut-être un mot pour la fin. Je dirais, tant mieux qu'il y ait un politique, et notamment au niveau des associations des départements, qui a cette lisibilité, qui a cette facilité à pouvoir rendre lisible ce qui est complexe, hein, quand même. Voilà, donc je suis optimiste et j'ai espoir que, en tous les cas, ça puisse se dérouler de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Et l'autre point sur lequel je suis optimiste, c'est que on a plus le choix là. Et la date butoir, si on n'arrive pas à faire ce pas-là, il risque d'y avoir de la casse sociale, de la casse de prise en compte globale. Donc, en général, quand on est face au mur, je dirais les politiques et puis les acteurs que nous sommes, on est plutôt une force innovante qui doit permettre d'arriver à une solution. Certes, qui ne soit pas idéal dans un premier temps, mais en tous les cas, qui fasse avancer les choses dans le bon sens. Merci. Nicolas ? Très court, pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit. Je suis également optimiste parce que les contraintes de marché social, budgétaire font que ce qu'on n'a peut-être pas fait depuis 10 ans, il va falloir qu'on le fasse de façon accélérée en quelques années. Et surtout, j'espère que ces contraintes de marché, qu'elles soient sociales, RH, économiques ou budgétaires, vont aussi favoriser au développement de partenariats publics-privés, de collaboration entre différents acteurs. En tant qu'entrepreneur et président de Fédé, je constate trop souvent des incompréhensions, des malentendus, des a priori, alors que ce soit de certains dirigeants vis-à-vis des élus, des collectivités ou inversement. Donc j'essaie d'œuvrer, en tout cas à mon petit niveau, pour créer un pont et faire en sorte qu'il y ait plus de collaboratif, plus de collégialité, parce que finalement, je pense qu'on a tous les mêmes ambitions sociales et sociétales. Merci beaucoup, Monsieur le Président, je vous remercie. Nicolas, Gilles, Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.